Nous mourrons ici, pas face à Rome, face à la neige. Hannibal regarde le ravin. La neige tombe en biais, fouettée par un vent qui mord la peau. À environ 2700 mètres d'altitude, le chemin ne fait pas plus de 3 mètres de large. Une bande blanche suspendue au-dessus du vide. Jour plus 11 depuis l'entrée dans les Alpes. Il sait exactement où il est et combien il a déjà perdu. Un cheval glisse, un soldat tente de le retenir. Mauvais réflexe. Les deux disparaissent ensemble. La brume avale le bruit avant qu'il ne devienne un cri. Hannibal ne détourne pas les yeux. Derrière, une mule panique. 2 sacs de grains basculent dans le vide. Environ 100 kilos perdus. Des centaines de rations. Dans une armée qui mange déjà moins que le strict nécessaire. Au 11e jour, les rations ont été réduites à 6 ou 700 grammes par homme. Plusieurs milliers de soldats ont disparu depuis l'entrée dans la montagne. Les bêtes de somme sont décimées. Les éléphants avancent lentement, leurs pieds cherchant un sol qui ne cède pas. Le moral tient encore, mais il ne tient que parce que lui tient. Hannibal, c'est son pari. C'est lui qui a refusé la mer. Lui qui a choisi la route terrestre. Lui qui a entraîné près de 40 000 hommes vers cette muraille blanche. À cet instant précis, la montagne ne combat pas Rome. Elle le juge. Comment en sont-ils arrivés là? Comment une décision stratégique brillante a-t-elle conduit une armée méditerranéenne à mourir de froid dans les Alpes? Et surtout, comment Hannibal va-t-il empêcher la désintégration totale? Avant d'aller plus loin, petite faveur, abonne-toi. Ici, le bouton est confortable. Là-haut, il n'y a que le vide. Maintenant, installe-toi confortablement. Regarde le sol stable sous tes pieds. Eux avancent sur de la neige instable, au-dessus d'un gouffre invisible. Ferme les yeux. Sens le froid qui coupe les lèvres, la faim qui ralentit la pensée, la fatigue qui rend chaque pas incertain. Car voici l'histoire vraie de la traversée des Alpes par Hannibal. 15 jours suspendus entre génie stratégique et survie pure. Fin août 218 avant notre ère. Le Rhône est large, rapide, brun. Il ne connaît ni Rome ni Carthage. Il coule, indifférent. Hannibal le traverse avec près de 40 000 fantassins, environ 8 000 cavaliers et 37 éléphants. Une armée née sous le soleil d'Afrique et d'Espagne, posée soudain au bord d'une Europe plus froide, plus humide, plus imprévisible. L'eau arrive à hauteur de poitrine, les hommes portent leurs armes au-dessus de la tête, les éléphants avancent comme des blocs vivants, nerveux, mais tenus par leur cornac. Nous sommes au début de la Deuxième Guerre punique. 2 ans plus tôt, Rome et Carthage ont signé une paix fragile. Puis, il y a eu Sagonte, en Hispanie, une cité alliée de Rome, assiégée par Hannibal. 8 mois de siège, la ville tombe. Rome déclare la guerre. Cette fois, ce ne sera pas une querelle coloniale. Ce sera une lutte pour la domination du monde méditerranéen. Rome domine la mer. Elle possède une flotte immense, des ports sécurisés, des routes intérieures pavées, un système d'alliances solide en Italie. Si Hannibal attaque par la mer, il sera attendu, suivi, intercepté. Rome est une puissance navale disciplinée, patiente, méthodique. Elle sait défendre ses côtes. Hannibal le sait.
Alors il refuse la mer. Il choisit la terre, les fleuves, les alliances fragiles, les routes incertaines et bientôt la montagne. Non par bravade, mais par logique stratégique. Frapper l'Italie par le nord, là où Rome se croit protégée par la géographie elle-même. Ce n'est pas un coup de folie, c'est l'aboutissement d'une éducation. Enfant, il a suivi son père Amilcar Barca en Hispanie. Il a grandi dans une culture où Rome est l'ennemi structurel, presque un phénomène naturel à contenir. La tradition rapporte qu'il a juré, très jeune, de ne jamais être l'ami de Rome. Ce n'est pas une haine explosive. C'est une obsession froide, longue, stratégique. Apparaître en Italie par le nord signifie franchir les Alpes à l'automne. Regarde la carte de l'époque. Les Alpes ne sont pas une route commerciale majeure pour une armée lourde. Ce sont des barrières, des passages étroits, des territoires tribaux instables. Les grandes armées les évitent. On contourne, on temporise, on respecte la montagne. Hannibal, lui, la regarde comme un passage ou comme un pari calculé. À la fin de l'été, l'armée progresse vers le nord-est. Les tribus gauloises sont divisées. Certaines se rallient, attirées par la perspective d'affaiblir Rome. D'autres négocient, puis attaquent. Chaque alliance est fragile. Chaque promesse peut s'effondrer au lever du jour. La colonne s'étire sur plusieurs kilomètres. Une masse humaine mouvante au milieu d'un territoire qui ne lui appartient pas. Fantassins ibères en première ligne. Infanterie lourde africaine au centre. Cavalerie numide, mobile sur les flancs. Contingent gaulois récemment intégrés. Des langues différentes, des cultures différentes, des intérêts parfois divergents. La cohésion ne tient pas à l'uniformité, mais à la conviction que l'objectif vaut le risque. Effectif estimé à l'approche des Alpes. Environ 38 000 fantassins, 8 000 cavaliers, 37 éléphants. Sur le parchemin, cela ressemble à une force impressionnante. Sur un sentier de montagne, cela devient un problème logistique presque insoluble. Un soldat consomme environ 1 kilo de grains par jour. Un cheval, plusieurs kilos. Un éléphant, beaucoup plus encore. Au total, entre 30 et 40 tonnes de nourriture à déplacer quotidiennement, chaque jour, sans entrepôt, sans villes alliées stables dans les hauteurs. La montagne n'offre rien. Pas de champs cultivés, pas de greniers, pas de réserves organisées. Seulement des sentiers étroits, des pentes instables, des tribus opportunistes et un climat qui peut basculer en quelques heures. Chaque journée passée en altitude réduit mécaniquement la probabilité de survie collective. Hannibal le sait. Il ne marche pas à l'aveugle. Il accepte une équation défavorable parce que l'alternative stratégique est pire. Affronter Rome frontalement dans une bataille préparée sur un terrain qu'elle connaît, avec des renforts illimités. Psychologiquement, il n'est pas impulsif. Il observe. Il écoute les rapports d'éclaireurs. Il comprend que le moral précède la victoire. Une armée qui doute se fragmente. Une armée convaincue peut supporter des privations temporaires. Il parle aux chefs tribaux, récompense les alliés, punit les traîtres, promet les richesses de l'Italie. Il transforme l'inconnu en horizon. Mais la conviction a une limite. Et cette limite s'appelle le froid, la faim, la fatigue. À mesure que septembre avance, l'air se refroidit.
Les sommets blanchissent. Certains soldats n'ont jamais vu la neige. Les éléphants sentent le changement du sol, ralentissent, testent chaque pas. Les éclaireurs rapportent des sentiers plus étroits que prévu, des passages incertains, des tribus hostiles en altitude. Les réserves diminuent plus vite que les calculs initiaux ne l'avaient prévu. Les bêtes de somme s'épuisent. Les hommes commencent à économiser leurs forces sans qu'on leur ordonne explicitement. L'enthousiasme du départ se transforme en concentration silencieuse. Hannibal pourrait s'arrêter, attendre le printemps, consolider ses positions en Gaule, envoyer des messagers, sécuriser davantage de ravitaillement. Stratégiquement, ce serait plus sûr. Il ne le fait pas, parce que la surprise dépend du temps, parce que Rome ne doit pas avoir le temps de masser ses légions au nord, parce qu'une audace rapide peut valoir plus qu'une prudence tardive, ou parce qu'il a déjà engagé trop loin son armée pour reculer sans perdre la crédibilité qui maintient tout l'édifice. Jour -5. Les premières pentes sérieuses apparaissent. Les mules peinent. Les hommes réajustent leur charge. On parle moins fort. Jour -2. Le vent devient plus froid. La végétation se raréfie. Les regards changent. Ce ne sera pas une simple marche. Jour 0. Ils entrent officiellement dans les Alpes. Pas de discours héroïque. Pas de trompette. Juste une colonne qui s'enfonce dans un paysage qui ne promet ni gloire ni sécurité. À cet instant précis, la guerre contre Rome passe au second plan. La première bataille commence et l'adversaire ne négocie pas. Fin septembre 218 avant Jésus-Christ. Premier jour de la traversée des Alpes. L'armée entre officiellement dans les Alpes. L'altitude grimpe progressivement entre 1500 et 2000 mètres. La lumière change. L'air devient plus sec, plus tranchant. Les arbres se raréfient. La terre devient pierre. Au début, ce n'est pas la neige qui frappe, ce sont les hommes. Les tribus alpines observent depuis les hauteurs. Elles ne cherchent pas la bataille rangée. Elles cherchent l'usure, la lenteur, le point faible. La colonne carthaginoise s'étire sur plusieurs kilomètres. Fantassins en tête, cavalerie comprimée derrière, mules chargées de sacs de grains, de tentes, d'armes de rechange. 38 000 hommes, 8 000 cavaliers, des milliers d'animaux. C'est une ville en mouvement, une ville vulnérable. Les premiers rochers tombent le lendemain. Pas une avalanche. Des blocs isolés, lancés depuis les crêtes. Un casque se brise, un crâne aussi. La montagne ne tue pas seule, elle collabore. Des sentiers sont sabotés, des portions de chemin volontairement fragilisées. Une mule pose mal le sabot, la pente cède, la charge bascule. Le vide récupère ce qu'il peut. Chaque animal perdu signifie moins de nourriture transportée. Moins de nourriture signifie moins de marge. La panique est contagieuse. Une mule affolée peut en entraîner 10. 10 mules, c'est une demi-journée de ration pour plusieurs centaines d'hommes. On ne perd pas seulement des vies, on perd des probabilités. Les tribus frappent puis disparaissent. Elles connaissent chaque repli, chaque sentier secondaire. Les Carthaginois avancent à l'aveugle. La supériorité tactique en terrain ouvert ne sert à rien ici. Jour +2. Les pertes humaines sont déjà sensibles. Quelques centaines d'hommes manquent à l'appel. Certains morts, d'autres isolés, d'autres encore disparus dans les pentes. Les blessés ralentissent la marche. On ne peut pas les abandonner sans briser la cohésion.
On ne peut pas tous les porter sans ralentir toute la colonne. La menace nouvelle n'est pas encore le froid, c'est la désorganisation. Une armée aussi massive peut se fragmenter en quelques heures si la communication se rompt. Hannibal comprend le danger. Il ne cherche pas à accélérer coûte que coûte. Il compacte la colonne. Il resserre les unités. Il place les troupes les plus solides à l'avant-garde pour sécuriser les hauteurs. Il positionne la cavalerie là où elle peut réagir rapidement aux attaques latérales. Ce n'est plus une marche offensive, c'est une progression chirurgicale. Chaque mètre doit être conquis. Il envoie des détachements occuper les sommets avant le passage de la masse principale. Il impose des signaux sonores clairs pour éviter la confusion. Il réduit l'étirement de la colonne. La discipline devient une question de survie immédiate. Psychologiquement, le plus grand risque n'est pas la mort d'un soldat, c'est la rumeur. Si la peur se diffuse plus vite que les ordres, la montagne n'aura même pas besoin de frapper davantage. Les hommes commencent à comprendre qu'ils ne traversent pas un décor, ils traversent un filtre. Les plus lents, les plus imprudents, les plus malchanceux disparaissent en premier. La montagne sélectionne. À la fin du deuxième jour, ils sont encore nombreux. Mais l'armée n'est déjà plus intacte. Elle a perdu de la chair, de la nourriture et une part de son illusion d'invulnérabilité. La guerre contre Rome attend au sud. Ici, c'est une guerre contre la fragmentation. Jour plus 3. L'altitude augmente, l'air se fait plus mince, plus sec. Les éclaireurs rapportent un message. Certaines tribus alpines proposent un passage sûr en échange de garanties. Nourriture, protection, reconnaissance, rien d'inhabituel. Dans l'Antiquité, on achète un sentier comme on achète une alliance. Hannibal accepte de négocier. Refuser signifierait avancer en aveugle. Accepter signifie prendre un risque. Les chefs tribaux jurent fidélité temporaire. On échange des otages, on partage un feu. Les guides locaux promettent un itinéraire moins exposé. Dans une guerre classique, cela s'appelle diplomatie. Dans la montagne, cela peut s'appeler naïveté. Jour plus 4, à la tombée de la nuit, le camp s'installe dans un repli de terrain. Les tentes sont montées rapidement. Les mules sont attachées. Les éléphants forment une ligne sombre à l'arrière. Les hommes mangent leur ration réduite, déjà plus petite que lors du départ du Rhône. Certains parlent encore d'Italie comme d'un fruit mûr. La montagne, elle, ne parle pas. L'attaque commence dans l'obscurité, pas une charge massive, une infiltration, des cris soudains, des ombres qui frappent et disparaissent. Les guides ont ouvert un passage aux guerriers alpins. Ils ont été trahis. Le camp est envahi en quelques minutes. Les lignes sont rompues. Les hommes cherchent leurs unités dans la confusion. Les animaux paniquent. Une mule affolée tire sur sa corde, renverse un autre animal. Des charges tombent, des sacs de grains se déchirent. Le sol devient un mélange de neige, de terre et de nourriture écrasée. Dans la pénombre, on ne distingue plus l'ennemi du compagnon. Les ordres se perdent, les cris se confondent. Les pertes humaines ne sont pas massives en comparaison d'une bataille rangée. Mais les pertes logistiques, elles, sont lourdes. Plusieurs dizaines de mules disparaissent dans la nuit. Des sacs entiers de grains sont perdus ou brûlés. Ce qui ne tue pas immédiatement affaiblit durablement.
Au matin du 5e jour, le camp est silencieux. On compte les hommes, on compte les bêtes, on compte les sacs restants. Le résultat est froid. Les réserves ont fondu plus vite que prévu. Hannibal ordonne la réduction officielle des rations. On passe d'environ 1 kg de grains par soldat à environ 700 grammes par jour. Ce n'est pas une famine immédiate, c'est une érosion contrôlée. Les effets sont progressifs. La fatigue s'installe plus tôt dans la journée. Les muscles récupèrent moins vite. L'irritabilité augmente. Les petites disputes deviennent plus fréquentes. La coordination se dégrade imperceptiblement. Un pas mal assuré. Une réaction plus lente. Une décision prise 1 seconde trop tard. En montagne, 1 seconde peut suffire. La faim devient structurelle. Elle n'est plus un accident. Elle fait partie du système. Chaque homme comprend que ce qu'il mange aujourd'hui n'est pas garanti demain. L'instinct de conservation commence à concurrencer l'obéissance. Hannibal doit empêcher cela. Il renforce les patrouilles internes. Il sanctionne le vol de nourriture sans hésitation. Il rappelle l'objectif. L'Italie n'est pas un rêve lointain, c'est une nécessité. Reculer signifierait mourir plus lentement. La trahison des tribus n'est pas seulement une embuscade, c'est une leçon. La montagne n'a pas d'alliés durables. Elle utilise les hommes comme des outils temporaires. À la fin du 5e jour, l'armée avance encore. Mais elle avance plus maigre, plus tendue, plus consciente que chaque erreur coûte désormais plus cher qu'au départ. La montagne n'a pas encore montré son froid le plus dur, mais elle a déjà installé la faim. Et la faim, elle, ne se négocie pas. Jour plus 6. La neige arrive plus tôt que prévu. Pas une tempête spectaculaire. Une chute lente, régulière, obstinée. Les flocons ne semblent pas dangereux. Ils s'accumulent pourtant. L'altitude dépasse désormais les 2000 mètres. La température frôle 0 degré, parfois en dessous la nuit. Pour des hommes venus d'Afrique du Nord, d'Hispanie ou des plaines gauloises, ce n'est pas un simple désagrément. C'est un choc physiologique. L'équipement n'est pas conçu pour cela. Sandales en cuir, tuniques légères, quelques manteaux mais insuffisants, peu de protection imperméable. Les pieds restent humides pendant des heures. Le cuir durcit, les orteils blanchissent. Au début, on rit, on souffle dans ses mains, on tape du pied. Puis, la sensation disparaît. Les premières gelures apparaissent, légères mais réelles. Peau fissurée, ongles noircis, doigts engourdis. Un soldat qui ne sent plus ses doigts tient moins bien son bouclier. Un cavalier qui ne sent plus ses pieds réagit plus lentement. La coordination se dégrade. Les chutes deviennent fréquentes. Une glissade sur un sentier étroit peut entraîner 3 hommes derrière soi. Jour 7. Le sol alterne entre neige tassée et plaques de glace invisibles. Les mules avancent prudemment. Les chevaux hésitent. La colonne ralentit. Chaque ralentissement consomme davantage de réserve. Les éléphants sont les plus visibles et paradoxalement les plus vulnérables. Leur masse leur donne une stabilité relative, mais le sol instable les rend méfiants. Ils testent chaque pas. Certains refusent d'avancer. Un éléphant qui panique peut renverser des hommes, écraser des blessés, rompre la ligne arrière. Il ne le fait pas par malveillance, il le fait par peur.
et la peur d'un animal de plusieurs tonnes est un problème logistique majeur. Les cornacs parlent doucement, touchent les flancs, rassurent. La survie dépend désormais autant de la psychologie animale que de la stratégie militaire. La montagne change de statut. Jusqu'ici, elle était un obstacle traversable. Désormais, elle agit, elle refroidit les muscles, elle ralentit les réactions, elle transforme chaque pas en calcul. La faim était déjà installée. Le froid s'y ajoute. Ensemble, ils forment une pression constante. Le corps brûle plus de calories pour maintenir sa température. Les rations, déjà réduites à environ 700 grammes, deviennent insuffisantes pour compenser la dépense énergétique. Jour plus 8 depuis le début de la traversée des Alpes. Les hommes marchent plus silencieusement. Les conversations se raréfient. La respiration devient visible dans l'air. Certains commencent à douter non pas de la stratégie globale, mais de leur capacité personnelle à tenir encore quelques jours. Hannibal circule le long de la colonne. Il ne peut pas réchauffer les corps. Il peut seulement maintenir la structure. Il rappelle les unités à l'ordre, redistribue les tâches, renforce les avant-gardes. Il transforme l'adversité en nécessité collective. La montagne n'est plus un décor spectaculaire. Elle est devenue l'ennemi principal. Rome attend toujours au sud, mais elle est abstraite. Le froid, lui, est immédiat. Il mord, il ralentit, il sélectionne. À la fin du 8e jour, l'armée est encore debout. Mais elle est plus lente, plus maigre, plus fragile. La neige continue de tomber. Et la montagne n'a pas encore dit son dernier mot. Jour 9. L'armée progresse sur une corniche étroite lorsque la montagne décide d'intervenir directement. Pas une attaque humaine, pas une embuscade, un glissement de terrain. Une section entière du sentier s'est effondrée sous le poids de la neige et du gel. Devant eux, le passage est brisé. Une cicatrice de roche fraîchement arrachée, instable, inclinée vers le vide. Impossible de faire passer des hommes en masse. Impossible de faire passer des éléphants. La colonne s'arrête. Immobilisation complète. À cette altitude, à cette température, l'arrêt est dangereux. Chaque jour sans progression signifie environ 30 tonnes de nourriture consommée. 30 tonnes qui ne seront pas remplacées. Le froid n'attend pas. La faim non plus. Le temps commence à mordre plus fort que la neige. Les calculs sont rapides. Si l'armée reste bloquée plusieurs jours, les réserves fondront à un rythme irréversible. Les hommes n'ont déjà plus que des rations réduites. Les animaux de bas portent ce qui reste. Alors vient la décision la plus brutale. On abat certaines mules. On mange la logistique pour survivre. Chaque animal sacrifié offre quelques jours supplémentaires. Mais chaque animal sacrifié réduit la capacité de transport futur. C'est une spirale. Manger aujourd'hui signifie porter moins demain. Porter moins signifie manquer plus vite. La montagne ne tue pas en une fois. Elle serre lentement. Hannibal ne peut pas attendre que le passage se reforme. Il ordonne l'élargissement de la brèche. Des détachements sont envoyés sécuriser les hauteurs. Les ingénieurs improvisent. On dégage les roches. On stabilise la pente. On crée un nouveau chemin là où il n'y en avait plus. Les hommes travaillent avec des outils rudimentaires. Pioches, leviers, cordages. Les doigts engourdis peinent à saisir les prises. Les pierres glissent. Les chutes sont fréquentes. Chaque blessé supplémentaire est un poids de plus pour une armée déjà fragilisée.
Les éléphants attendent en arrière, massifs, silencieux. Leur simple présence rappelle que l'armée doit réussir. On ne traîne pas 37 éléphants à travers l'Europe pour abandonner au premier effondrement. Psychologiquement, ce 9e jour est un tournant. La montagne ne se contente plus d'user, elle bloque. Elle impose un choix, renoncer ou transformer l'obstacle en travail collectif. Hannibal choisit le travail. Il supervise, il encourage. Il punit les tentatives de désertion. Il rappelle que l'Italie est de l'autre côté, que la plaine du Pô n'est plus un mythe, mais une direction. Le passage élargi est fragile, imparfait, dangereux, mais il existe. Un sentier artificiel arraché à la roche. Les premiers hommes traversent, les mules suivent. Les éléphants avancent lentement, testant chaque pas. Le temps a presque gagné, presque. À la fin du 9e jour, l'armée est encore là. Plus maigre, plus fatiguée, mais en mouvement. Et tant qu'elle avance, elle n'est pas morte. Le temps est devenu le prédateur principal. Et il continue de courir. Jour 10. L'armée avance encore, mais elle n'est plus la même. Les chiffres ont fondu. On estime désormais autour de 30 000 fantassins, environ 7 000 cavaliers. Depuis le Rhône, des milliers ont disparu. Tombés, perdus, abandonnés par la pente ou par l'épuisement. Les visages ont changé. Les joues se sont creusées. Les yeux sont plus fixes. Les pas sont plus lents. Les blessures mineures du premier jour sont devenues des plaies ouvertes. Il n'y a ni chirurgien en nombre suffisant, ni temps pour une convalescence correcte. On avance avec ce qui tient encore debout. Jour 11. Retour au bord du vide. La neige tombe en biais. Le chemin est étroit. Le ravin attend. La scène que tu as vue au début n'est plus un accident isolé. Elle devient la norme. Chaque section de sentier est une épreuve. Certains soldats s'arrêtent. Pas pour mourir, pour respirer, pour réfléchir, pour mesurer la distance qu'il reste. Puis, ils regardent derrière eux. Et derrière, il n'y a rien d'autre que la même montagne, la même faim, le même froid. La désintégration ne commence pas par la fuite, elle commence par le doute. Pourquoi continuer? Pourquoi souffrir encore quelques jours pour une Italie qu'on n'a jamais vue? La structure de l'armée repose désormais sur un fil invisible, pas la force physique, la cohésion mentale. Hannibal comprend que le danger n'est plus seulement logistique, il est psychologique. Une armée qui cesse de croire, cesse d'obéir. Une armée qui cesse d'obéir devient une foule dispersée. Et une foule dispersée meurt dans la montagne. Il rassemble les officiers. Il fait avancer l'avant-garde sur un promontoire. Il ordonne qu'on montre ce qui se trouve au-delà. Au loin, à travers les brumes intermittentes, on distingue une rupture dans la ligne blanche, une ouverture, la descente, et plus bas encore, les plaines du nord de l'Italie, la vallée du Pô. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une direction visible. Hannibal transforme la peur en objectif. Il ne promet pas la facilité, il promet la fin de la montée. Il explique que la moitié du chemin est faite, que reculer serait plus long que continuer, que l'Italie n'est plus un rêve lointain, mais une réalité géographique à quelques jours de marche. Il redonne une mesure au temps, 3 jours, peut-être 4, pas une éternité. Psychologiquement, cela change tout.
La souffrance devient temporaire au lieu d'être infinie. Les hommes peuvent supporter beaucoup si la fin est visible. Sans horizon, la douleur est insupportable. Avec un horizon, elle devient un prix. Les unités se reforment. Les officiers resserrent les rangs. Les déserteurs potentiels comprennent qu'il n'y a pas de refuge derrière. À la fin du 11e jour, l'armée est toujours fragile, amaigrie, fatiguée, marquée. Mais elle n'est pas dissoute. Elle tient encore parce qu'une image tient encore. La plaine du Pô sous la neige, quelque part plus bas. Sans vision, l'armée se serait dispersée. Avec une vision, elle avance encore, et la descente commence. 12e jour, ils commencent à descendre, et très vite, ils comprennent que la descente est plus dangereuse que la montée. Monter fatigue, descendre tue. Le poids du corps bascule vers l'avant. Les sandales glissent sur une fine pellicule de glace, dissimulée sous la neige tassée, et chaque pas demande une concentration absolue. Le sentier est incliné, parfois brutalement. À certains endroits, il n'est plus qu'une trace instable sur une pente inclinée vers le vide. Les hommes plantent leurs lances dans le sol pour se stabiliser, utilisent les boucliers comme appui, avancent lentement, trop lentement. Un pas mal assuré suffit à déclencher une réaction en chaîne. Un soldat glisse. Il tente de se rattraper au bras d'un camarade. Le camarade cède. Un troisième est entraîné. 3 corps disparaissent en quelques secondes. Le bruit s'écrase plus bas, puis plus rien. La colonne s'immobilise un instant, puis elle repart. Les mules souffrent davantage encore. En montée, elles tiraient leur charge. En descente, la charge les pousse. Les sangles se tendent, les sabots cherchent un appui qui n'existe pas toujours. Une mule tombe, en percute une autre. Les sacs se déchirent. Du grain se répand dans la neige comme une ironie cruelle. Personne ne ramasse tout. On ne peut pas. On n'a plus le temps. Les éléphants avancent lentement, massifs, presque solennels. Chaque pas est précédé d'un test du sol. Leurs pieds larges offrent une certaine stabilité, mais une chute serait catastrophique. Autour d'eux, les hommes se serrent, à la fois protégés par leur masse et menacés par leur inertie. Les corps restent au bord du chemin, pas par indifférence mais par nécessité. S'arrêter pour chaque mort ralentirait toute la colonne. Ralentir signifierait consommer davantage de rations déjà insuffisantes. On marche donc entre les morts. On détourne le regard. On évite de reconnaître un visage trop familier. Au bout de quelques heures, l'œil s'habitue. Ce qui, au début, provoquait un choc devient un élément du paysage, une forme sombre dans la neige, une silhouette immobile contre la roche. Et c'est là que le danger change de nature. Quand la mort devient fréquente, elle cesse d'être exceptionnelle. Quand elle cesse d'être exceptionnelle, elle cesse de rassembler. Elle peut commencer à dissoudre. Si mourir devient normal, pourquoi continuer à obéir avec rigueur? Pourquoi maintenir la formation? Pourquoi rester aligné si tout semble arbitraire? La discipline ne tient plus seulement à la peur des sanctions. Elle tient à la conviction que la marche a encore un sens. Hannibal le comprend. Il ne peut pas empêcher les chutes. Il ne peut pas réchauffer les corps. Il peut seulement empêcher que l'armée se fragmente de l'intérieur. Il impose des pauses brèves mais structurées. Il exige que les unités restent compactes,
que personne ne marche isolé sur un flanc exposé. Il fait circuler l'information. La descente est réelle, la plaine est proche. Il transforme la survie en progression mesurable. Pas une souffrance infinie, mais un nombre limité de jours. 13e jour. Les pentes restent abruptes, mais l'air change légèrement. Il est moins coupant. La neige est moins épaisse à certains endroits. Les hommes aperçoivent des zones où la roche réapparaît. C'est peu, mais c'est tangible. La fatigue, elle, est immense. Les muscles brûlent à chaque freinage. Les genoux tremblent sous le poids du corps et de l'équipement. Les mains sont fissurées, les lèvres gercées. Pourtant, la colonne continue, moins large, moins bruyante, mais intacte dans sa structure. Jour 14. Les reliefs s'adoucissent progressivement. La pente devient moins vertigineuse. Les premiers signes d'une végétation plus dense apparaissent plus bas. Certains osent murmurer que la fin est proche. Personne ne crie victoire. On a appris à se méfier des illusions. Ils marchent entre les absents, entre les traces laissées par ceux qui ne verront pas l'Italie. La montagne a pris sa part. Elle a prélevé des vies, des animaux, des réserves. Elle a érodé la chair et la confiance. Mais elle n'a pas brisé la structure, pas encore. Et en contrebas, la blancheur se fissure enfin pour laisser entrevoir autre chose que le vide. Jour 15. Le blanc cesse d'être total. La neige devient rare. La pente s'adoucit. L'air change. Il est plus dense, plus humide, presque lourd après des jours passés à respirer un froid coupant. Et puis soudain, la montagne s'ouvre. Devant eux, la plaine du Pô, large, verte par endroits, traversée de rivières lentes, habitée, vivante. Ce n'est plus un mur, c'est un territoire. L'Italie est là, réelle. Certains hommes ne parlent pas. Ils regardent. Ils comptent mentalement les jours. 15 jours pour traverser ce que beaucoup jugeaient infranchissable. Les effectifs sont méconnaissables. On estime qu'il reste environ 20 000 fantassins, environ 6 000 cavaliers. Quelques éléphants seulement ont survécu à la traversée. Depuis le Rhône, plus de la moitié ont disparu. La montagne a prélevé son tribut. Elle n'a pas fait de prisonniers. Les survivants sont amaigris, les visages creusés, les pieds blessés, les épaules marquées par les charges, les yeux plus durs. Ils ont perdu des camarades, des frères d'armes, des animaux qu'ils conduisaient depuis des mois. Mais ils sont en bas, vivants. La sortie n'est pas une explosion de joie, c'est un relâchement silencieux. Les muscles se détendent à peine. On ne crie pas victoire quand on a encore Rome devant soi. La plaine est accueillante comparée aux gorges glacées, mais elle est aussi le théâtre de la prochaine bataille. Hannibal descend le dernier tronçon avec la même vigilance qu'au sommet. Il sait que la traversée n'est qu'une étape. Stratégiquement, le pari a fonctionné. Rome ne l'attend pas ici. Pas encore. Psychologiquement, quelque chose a changé. Cette armée a survécu à ce qui devait la briser. Elle a perdu plus de la moitié de ses forces, mais elle a gagné une conviction dangereuse. Si elle peut survivre à la montagne, elle peut affronter des légions. La montagne n'a pas gagné. Elle a érodé. Elle a sélectionné. Elle a filtré.
Mais elle n'a pas dissous l'armée, elle l'a transformée. Ceux qui arrivent dans la plaine ne sont plus les mêmes hommes que ceux qui ont traversé le Rhône. Ils sont plus chétifs, plus conscients du prix réel de chaque décision. Derrière eux, les Alpes se referment, blanches et indifférentes. Devant eux, l'Italie s'étend, riche, vulnérable, et encore inconsciente de ce qui descend vers elle. Hannibal n'a pas vaincu la montagne, il l'a traversée, et cela suffit à faire trembler un empire. La survie n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une autre. Car quelque part plus au sud, Rome ignore encore par où Hannibal est passé. Elle croit les Alpes infranchissables. Elle ne sait pas que, dans la brume du nord, une armée amaigrie vient d'apparaître là où elle ne devait jamais exister. Quand ils entrent enfin dans la plaine du Pô, ils ne savent pas encore qu'ils viennent d'accomplir l'un des gestes stratégiques les plus audacieux de l'Antiquité. Ils pensent simplement avoir survécu. Rome, elle, comprend autre chose. Les Alpes ne sont plus une barrière. Hannibal ne cherchait pas à attaquer Rome immédiatement. Son objectif était plus subtil, plus dangereux. Briser le réseau d'alliances italiennes, montrer que la République ne protège pas ses alliés, fissurer la confiance. Rome tient par ses partenaires. Si les partenaires doutent, l'édifice s'effondre. Les premières batailles confirment le choc. À la Trébie, des légions entières sont prises dans le froid et encerclées. Au lac Trasimène, une armée romaine disparaît dans le brouillard du matin. Puis Cannes, en 216 avant Jésus-Christ. L'encerclement parfait, l'étreinte lente, méthodique, jusqu'à l'asphyxie. Des dizaines de milliers d'hommes tombent en une journée. L'une des pires catastrophes militaires de Rome. Et pourtant, Hannibal ne marche pas sur la ville, non parce qu'il hésite, parce qu'il ne peut pas. Pas assez de machines de siège, pas assez de renforts envoyés par Carthage, pas les moyens logistiques pour encercler une capitale fortifiée immense. Le courage ne remplace pas le bois des tours de siège. L'audace ne remplace pas les vivres. Rome, au lieu de négocier, choisit l'endurance. Elle évite le choc frontal. Elle recrute encore. Elle accepte de perdre des armées entières sans céder politiquement. Puis Scipion frappe l'Afrique. Hannibal est rappelé. À Zama, il est battu. Il gagne les batailles les plus brillantes. Il perd la guerre. Alors pourquoi son nom survit-il quand tant de vainqueurs sont oubliés? Parce que la traversée des Alpes est plus qu'une manœuvre. C'est une rupture mentale. Il a prouvé qu'un obstacle considéré comme infranchissable pouvait être traversé avec suffisamment de volonté, d'organisation et, soyons honnêtes, une dose dangereuse de témérité. La montagne a tué des milliers d'hommes. Elle a pris plus de la moitié de l'armée. Elle n'a pris ni la structure ni la décision. On se souvient d'Hannibal, non parce qu'il a conquis Rome. Il ne l'a jamais fait. On se souvient de lui parce qu'il a déplacé la frontière du possible. Il a montré que survivre à l'improbable pouvait suffire à faire trembler un empire. Que l'histoire n'est pas écrite seulement par ceux qui gagnent, mais par ceux qui osent assez pour forcer le monde à réagir. La résilience ici n'est pas romantique. Elle est coûteuse, elle est imparfaite, elle n'offre aucune garantie finale,
mais elle transforme ceux qui la traversent. La montagne n'a pas été vaincue. Rome n'a pas été détruite. Carthage n'a pas survécu. Mais le nom d'Hannibal, lui, oui. Et parfois, dans l'histoire comme dans la vie, traverser suffit pour que le temps ne puisse plus t'effacer. À très bientôt sur Les Derniers Survivants.